La Grande Guerre évoque généralement des combats de tranchées, mais elle a débuté à l'ouest par une guerre de mouvement, et sur le front oriental, les hostilités se sont rarement engluées. Dans un camp comme dans l'autre, personne n'avait vraiment prévu quelle forme prendrait ce conflit, ni les souffrances que ce choc de géants infligerait aux civils. Peu de temps après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les généraux prennent conscience qu'ils mènent une guerre globale et que les fronts sont interdépendants. Disposant d'un réseau de chemins de fer bien développé, les puissances allemandes et austro-hongroises transfèrent des troupes entre les fronts ouest et est en fonction de leurs impératifs stratégiques. Quant aux Alliés, ils coordonnent leurs attaques afin de disperser les forces ennemies. À l'est, le front allemand borde directement la frontière russe, qui se confond avec celle de la Pologne de l'époque. Les Austro-Hongrois doivent quant à eux faire face à la Serbie, dans le sud. Cette guerre se caractérise par d'immenses problèmes de logistique. Les distances sont considérables et les difficultés de communication infinies. Pour soulager le front français, la première armée russe prend prématurément l'offensive le 17 août 1914 en Prusse orientale. Dès le début, certaines unités font face à des complications. Officier de cavalerie russe, Vladimir Litauer a traversé la frontière avec une patrouille d'éclaireurs. Nous sommes partis quand il faisait encore nuit. Vers 7 heures du matin, notre escadron a atteint l'objectif, une grande ferme allemande. Le panorama du côté allemand était effrayant. Sur des kilomètres et des kilomètres, les fermes, les meules de foin et les étables brûlaient. Comme toute armée depuis l'aube des temps, nous avons pillé et tout détruit. Plus tard, nous avons eu du mal à l'admettre. Ayant concentré un maximum de troupes contre la France, les Allemands n'ont laissé à l'Est que quelques troupes de couverture. Surpris par la précocité de l'attaque russe, ils reculent d'abord sur plus de 150 km. La Prusse orientale est sur le point de leur échapper. C'est alors qu'interviennent les deux grands généraux allemands de cette guerre, Paul von Hindenburg, que l'on a tiré de sa retraite, et Erich Ludendorff, officier d'active rappelé du front français. Une autre armée russe, la deuxième, s'avance plus à l'est pour prendre les Allemands en tenaille. Ceux-ci décident de l'attaquer dans ces bois, près de la ville de Tannenberg, où 500 ans plus tôt, les Polonais avaient défait les chevaliers teutoniques. Julius Bolt appartient à l'un de ces régiments que les Allemands ont retirés à l'ouest. Après 60 heures de train, une marche rapide de près de 4 heures nous emmène droit sur le champ de bataille. Je fais mon baptême du feu. Assez curieusement, ça m'a laissé tout à fait froid. Dans un éclair, j'ai pensé à mon foyer, au paradis, et puis en avant la ligne de feu. Quand les blessés hurlent,
votre cœur bat la chamade. Il ne reste pratiquement plus rien de cette aimable ville, hormis des immeubles en train de brûler ou des ruines. Les cadavres carbonisés parsèment les rues. Tannenberg stoppe net l'offensive russe. Dans l'esprit de l'état-major allemand, elle compensera la défaite sur la Marne une dizaine de jours plus tard. Pour les Allemands, Hindenburg et Ludendorff sont les sauveurs de la nation, comme en témoigne la lettre d'une jeune écolière, Pitecourt. Paul von Hindenburg est terriblement gros et fort. Il a une tête carrée avec une moustache et beaucoup de rides sur le visage. Les gens ici dans l'Est l'adorent. L'Allemagne a besoin de héros. La propagande fait le reste et Tannenberg entre dans la mythologie des exploits germaniques. Cependant, l'Autriche-Hongrie, principal allié de l'Allemagne, connaît davantage de revers. En quelques jours, les Russes parviennent devant la ville-forteresse de Przemyśl. Si la ville tombe, c'est tout l'Empire qui sera menacé. Le siège dure 6 mois, ponctué de bombardements d'artillerie lourde. À l'intérieur, 300 Austro-Hongrois meurent chaque jour d'inanition. Przemyśl est un microcosme de l'Empire austro-hongrois, abritant une population pluriethnique. Les ordres du jour doivent être donnés en 15 langues différentes. Des patriotes autrichiens côtoient des sympathisants pro-russes, créant une confusion qui donne lieu à de terribles exactions. On exécute à tour de bras. Les Autrichiens pendent maintenant les gens par douzaines, y compris les innocents. En mars 1915, Nikolaï Mayakovsky faisait partie des soldats russes qui se préparaient pour l'assaut final. Au lieu du feu de mitraille attendu, il n'y eut que des tirs sporadiques d'obus à fragmentation shrapnel. Puis nous avons atteint le fort assez facilement. La garnison austro-hongroise s'était évaporée. Przemyśl se rend aux Russes sans combat. Le premier train russe traverse la rivière San. L'Allemagne comptait sur l'Empire austro-hongrois pour tenir ce front, mais il se révélera être, comme l'avait prédit l'ancien chancelier von Bülow, une constellation croulante d'États le long du Danube. Des prisonniers austro-hongrois sont promenés triomphalement à travers Moscou. Comme l'a dit confidentiellement un dirigeant allemand, son pays était maintenant enchaîné à un cadavre. Au cours de l'hiver 1915, l'état-major allemand décide de laisser Joffre s'épuiser en de vaines attaques en Champagne et de lancer une grande offensive contre la Russie. Il ne s'agit pas de rechercher une victoire totale en s'enfonçant dans l'immensité des steppes russes, mais de porter des coups ravageurs qui contraindront les Russes à accepter une paix de compromis. En mai 1915, l'Allemagne a transféré 8 divisions du front ouest vers le front est. Elle renforce les armées chargées de percer les défenses russes à Gorlice,
une petite localité au pied des Carpates. Le soldat autrichien Matthias Mikschitz perçoit le changement d'état d'esprit. Quel plaisir d'entendre parler les troupes allemandes. Chacun est assuré de la victoire et conscient de sa force. On n'entend ni propos mélancoliques, ni sombres prédictions. Surpris et presque à court de munitions, les Russes battent en retraite. Le fantassin Mayakovsky écrit alors à son ami le compositeur Sergueï Prokofiev: « Nous sommes dans un état de panique incontrôlable. Nos troupes fondent comme neige au soleil. En une seule journée, seulement 600 ou 700 survivants dans un régiment qui comptait 3000 soldats. Les Russes fuyaient, mais pas vers la table des négociations. De leurs terres, ils font table rase. Le soldat Vassili Mishnin traversait le village de Dombrovo. Les gens du coin nous ont bien reçus. Mais dans la soirée, quand les Cosaques ont commencé à les chasser cruellement de leur maison, il y a eu des pleurs, des protestations, et ils ont maudit la guerre. Dans pareil cas, les responsables cherchent souvent un bouc émissaire. Les Juifs font l'affaire. Ils ont déjà subi plusieurs pogroms, et leur langue, le yiddish, sonne plus ou moins comme de l'allemand. « 4 millions de Juifs vivent dans l'Empire russe en 1914 et le tsar leur dénie encore les quelques droits qu'il a accordés aux autres minorités. Les Juifs sont contraints de vivre dans des protectorats, un délicat euphémisme pour désigner des ghettos. Bien que 650 000 Juifs servent dans l'armée russe, beaucoup ne les considèrent pas comme leurs semblables. « 1er avril 1915. Les Popov se moquent des Juifs et disent qu'ils peuvent dévorer à pleines dents leur matzot pour l'instant, mais qu'après la Pâque juive, ils les enverront en Sibérie. » Elena Jablonska habitait au numéro 20 de la rue Francisek, dans le centre de Przemyśl. Un tiers de la population était composé de Juifs qui vivaient en sécurité sous la domination austro-hongroise. Mais dès leur arrivée, les Russes les expulsent et les persécutent. Mardi 30 mars. Ils sont sans pitié avec les Juifs. Ils ont coupé la barbe et les favoris du vieux rabbin de Birja. Puis ils l'ont attaché à un cheval et traîné au loin. Ils ont battu sa femme. Les Juifs n'ont pas le droit de posséder des boutiques. Samedi 17 avril. Les Cosaques ont attendu que les Juifs se rendent à la prière. Puis ils leur ont foncé dessus avec des fouets, les tirant des synagogues ou de leurs maisons. Des centaines de Juifs. Que vont-ils leur faire? Les plus vieux, les plus faibles, ne pouvaient pas suivre le mouvement et ils étaient fouettés. Ils continueront à les parquer tant qu'ils ne leur auront pas tout pris. Que de lamentations, que de désespoir. Certains se cachent dans les caves, mais les Russes les trouveront. Nul ne sait exactement combien de Juifs furent tués en Europe de l'Est et en Europe centrale pendant la Grande Guerre. Des centaines de milliers d'hommes sont contraints à l'exil et la plupart ne reviendront jamais.
Après avoir vécu sous l'oppression russe, de nombreux Juifs se sont tournés vers les Allemands dans l'espoir d'un meilleur traitement. Des officiers allemands pénètrent dans une rue peuplée de Juifs à Mlawa, au nord de Varsovie. Les Allemands tentent de se concilier l'appui des Juifs d'Europe de l'Est en leur promettant de les libérer de l'oppression russe. Déjà, 100 000 Juifs allemands très bien assimilés prouvent leur patriotisme en combattant dans l'armée du Kaiser. « 12 000 meurent au champ d'honneur et 30 000 sont décorés pour faits de guerre. » Les Juifs servent dans l'armée allemande, mais cela n'empêche pas certains soldats de les mépriser. Ernst Knopper doublait des colonnes de réfugiés qui regagnaient leur maison. Je ne pouvais m'empêcher de voir une famille polonaise qui peinait à pied tandis que toute cette populace de Juifs fainéants voyageait dans les chariots. J'ai viré un Juif d'un bon coup de pied aux fesses et fait monter dans le chariot 3 Polonais et leurs bagages. Puis j'ai fait savoir à chacun que je ferais abattre tous les Juifs s'ils ne laissaient pas les Polonais continuer leur voyage. La percée allemande se poursuit durant l'été 1915. C'est la plus grande victoire des puissances allemandes et austro-hongroises. Elles occupent ce qui compose aujourd'hui la Pologne, la Lituanie, ainsi que de vastes territoires en Ukraine et en Biélorussie. Au fur et à mesure de leur avance, les Allemands et les Autrichiens sont confrontés à l'arme traditionnelle des Russes quand ils battent en retraite, la politique de la terre brûlée. L'Allemagne répare les infrastructures polonaises dans l'intention de faire ultérieurement de ce pays un protectorat. Dans l'immédiat, les ponts, les routes et les chemins de fer servent à amener en Allemagne tout ce qui peut être utile à son industrie de guerre et à l'alimentation de sa population. Les meubles étaient envoyés chaque jour vers la Prusse orientale, les bois abattus et tout le matériel agricole saisi. Les femmes étaient outragées. Toute la Pologne devait être vidée et transportée au loin, abusée et obligée de payer de terribles contributions de guerre. Avec de tels prélèvements sur son économie, la Pologne ne parvient plus à assurer sa subsistance. Face à une révolte larvée, l'armée allemande procède à un vaste recensement destiné à surveiller la population en imposant l'utilisation de laissez-passer. Effrayée par le manque d'hygiène qui règne dans certaines régions occupées, elle lance aussi des campagnes de désinfection à grande échelle. Le 17 octobre 1915, le médecin général des armées ordonne que tous les trains traversant la frontière de l'Est soient scellés. Quiconque passe la frontière doit être épouillé avant de pouvoir mettre le pied en terre allemande. Tandis que les grandes puissances s'étripent consciencieusement, les petites nations attendent de voir de quel côté penchera la balance. La question n'est pas de savoir où sont les nobles idéaux, mais, de façon pragmatique, qui va gagner la guerre ? L'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie ont elles aussi des comptes à régler, des revendications territoriales plus ou moins justifiées. S'allier? Oui, mais avec qui? Et à quel prix? Au début de la guerre, l'Italie a refusé d'honorer son alliance passée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et décidé de rester neutre. Mais en octobre 1914, le président du Conseil italien, Salandra, déclare que l'Italie doit agir en fonction de son seul intérêt, ce qui en pratique signifie qu'elle se joindra au camp qui lui offrira les meilleurs avantages.
Peu d'Italiens veulent se battre. Mais dans ces enchères, les Alliés mettent en balance un bout d'Autriche-Hongrie, un zeste d'Anatolie, plus quelques îles de l'Adriatique. En mai 1915, Salandra accepte ses offres de pourboire. Sans même consulter son parlement, il lance son pays dans la guerre. La frontière de l'Italie avec l'Autriche-Hongrie zigzague sur 600 km à travers les hauts sommets des Alpes et des Dolomites. Les Austro-Hongrois tiennent toutes les lignes de crête. Dans ces conditions, les déloger ne peut être qu'une entreprise extrêmement sanglante. En mai 1915, les troupes italiennes s'emparent par surprise de ce qui était alors un petit village, Cortina d'Ampezzo. Ils avaient eu l'idée étonnante de gravir une paroi verticale et de se regrouper sur un balcon. Dans tous les camps, les chasseurs alpins étaient habitués à combattre sur des pentes abruptes, mais les Italiens venaient d'inventer la guerre verticale. Les surplombants, les Austro-Hongrois sont moins nombreux, mais ils font preuve d'une ténacité qui leur a fait défaut ailleurs. Le colonel autrichien Viktor Schempfil participe à l'offensive contre les soldats italiens. Ils ont balancé des grenades à main sur le balcon, sans mettre en contrebas. À en juger par les hurlements des blessés et par le fait que les mitrailleuses n'ont pas tiré un seul coup de la journée, on a dû réussir. Mais, à 3000 mètres d'altitude, les Italiens s'accrochent. Chaque camp se terre dans la montagne, et dans cette version inattendue de la guerre de tranchées, ils vont passer les 2 années suivantes à tenter de se déloger mutuellement. 15 hommes dormaient dans cette grotte taillée dans le roc. De part et d'autre, on travaille 24 heures sur 24 pour forer des tunnels, approcher les positions ennemies et faire sauter des parois rocheuses. Certains deviennent fous en entendant le bruit lancinant des sapes que creuse l'adversaire. J'ai les nerfs en pelote. Il faut que je me calme. Je suis maintenant sur la ligne de front depuis 4 mois. Sans cesse torturé par la peur. Les avalanches parfois déclenchées par les tirs d'artillerie représentent un nouveau danger dans cette guerre. La frontière avec l'Autriche-Hongrie s'abaisse le long du fleuve Isonzo. La première offensive sur ce front se solde par de lourdes pertes. Qu'à cela ne tienne, le stupidissime général Luigi Cardona en ordonne une autre, puis une autre. 11 attaques en tout qui coûteront la vie à 300 000 hommes. Je suis à Califourchon sur la crête et je progresse mètre par mètre, courbant la tête sous les tirs des shrapnels. 10 mètres devant moi, Zani, qui est natif de Vicence, est touché à la tête. Il crie et il tombe dans le précipice. Je regarde son corps qui rebondit. C'était un brave type. Je continue, me demandant sans cesse quand mon heure viendra. Si l'Italie choisit les Alliés, la Bulgarie mise sur le camp adverse.
Elle se décide juste à temps pour rejoindre les Germano-Austro-Hongrois dans une nouvelle tentative pour détruire la Serbie et prendre le contrôle des Balkans. Pour appâter le roi Ferdinand de Bulgarie, deux vastes dépouilles de la Serbie font l'affaire. Ferdinand a peu de sympathie pour ses voisins slaves et rêve d'agrandir son royaume à la première occasion. L'objectif de ma vie est la destruction de la Serbie. Le 6 octobre 1915, une force combinée germano-austro-hongroise passe à l'attaque. Belgrade tombe en 2 jours. Alors, l'armée bulgare envahit l'est de la Serbie. Une seule voie de repli reste ouverte pour les Serbes, celle qui passe par l'Albanie et ses montagnes abruptes. Prise en tenaille, l'armée serbe livre des combats d'arrière-garde pour emmener la population avec elle. Le photographe serbe Rista Marjanović a fixé sur pellicule l'exode de son pays. Parmi les émigrants se trouvait Katarina Kostic, alors âgée de 12 ans. On passait les nuits en plein air, près d'un feu qui brûlait un côté de votre corps, tandis que l'autre gelait. Un matin, une réfugiée s'est réveillée en annonçant toute heureuse qu'elle avait senti quelque chose de doux sous sa tête cette nuit-là. À notre plus grande horreur, la chose douce s'est révélée être un cadavre humain. Des centaines de milliers de soldats et de civils s'avancent dans les montagnes d'Albanie. Leur plan, atteindre la côte et s'embarquer vers un pays d'accueil. Cette retraite épique constitue toujours une blessure ouverte dans la Serbie d'aujourd'hui. On titubait dans les ascensions, puis on se laissait glisser péniblement en évitant les bourbiers d'où dépassaient les mains des malheureux qui s'étaient enlisés. Nous trébuchions à bout de force, mais pas question de faire demi-tour. Il fallait avancer. Les survivants sont rassemblés sur l'île de Corfou. L'épuisement, la famine et les maladies ont prélevé leur tribu. La moitié des effectifs militaires, environ 200 000 hommes, a péri pendant la marche. Nul ne sait combien de civils. Mais par rapport à sa population, la Serbie a connu l'un des plus forts taux de mortalité de la Première Guerre mondiale. L'archiduc Frédéric, commandant en chef des forces armées autrichiennes, se prépare à accueillir Guillaume II, empereur d'Allemagne. La guerre ne les a pas rapprochés. Elle fait apparaître leurs divergences. Pour l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie est un empire en ruine. Pour les Austro-Hongrois, les Allemands sont arrogants et dominateurs. Mais lors de cette rencontre au Tyrol, ils sont les maîtres du front de l'Est. Maintenant, l'Allemagne va tenter d'obtenir les mêmes succès à l'Ouest. Depuis plus d'1 an, les Alliés et les Allemands sont englués dans une ligne de tranchées parallèle qui court à travers la Belgique et la France sur 800 km, de la mer du Nord à la frontière suisse. Pour faire sauter le verrou, il faut passer à l'offensive. Mais il est bien plus facile de défendre des tranchées que de les attaquer.
Malgré toute l'horreur qu'elles inspirent, les tranchées sauvent des vies. Face aux mitrailleuses qui balayent le champ de bataille, face aux shrapnels et aux obus qui le labourent, elles constituent encore le refuge le plus sûr. On y meurt, certes, mais le plus grand danger, c'est de les quitter. En 1916, les deux antagonistes cherchent un secteur pour percer, un endroit où concentrer et approvisionner des troupes pour une attaque de grande ampleur. Les Allemands pensent l'avoir trouvé à Verdun. Avec sa puissante forteresse, Verdun forme un saillant dans les lignes allemandes. Le 21 février 1916, sous un ciel d'hiver limpide, environ 100 000 soldats allemands retiennent leur souffle. La surprise est de leur côté. Ils ont la supériorité aérienne et aucun avion allié n'a repéré leurs préparatifs. L'artillerie lourde ouvre le feu. En face, dans les lignes françaises, le caporal Marc Stéphane n'en croit pas ses yeux. Nous avons été balayés par un orage, un ouragan, une tempête dont la force ne cessait d'augmenter, avec une pluie d'éclats gros comme des pavés et la puissance destructrice d'un train en marche. Et nous étions dessous, vous comprenez, dessous. Ce jour-là, les Allemands tirent 1 million d'obus. Quand un obus éclate à quelques mètres, ça produit une terrible secousse, suivie d'un indescriptible chaos de fumée, de terre, de pierres, de branches, et trop souvent, hélas, de membres, de chair, et une pluie de sang. À Verdun, les Allemands expérimentent de nouvelles tactiques d'assaut. Le commandement opérationnel est dévolu aux combattants de premier rang. Les hommes ne progressent plus en ligne, mais en zigzagant et en se plaquant au sol de temps en temps. Certains sont équipés de lance-flammes, d'autres de mortiers légers ou de grenades. Nous sommes sortis de notre position. C'est là que j'ai vu l'arme la plus raffinée de la technologie moderne, ou de la bestialité humaine. C'était un jet de flammes qui aspergeait l'ennemi de pétrole en feu. Parmi les combattants, 2 jeunes hommes s'illustreront par la suite lors du second conflit mondial. Paulus, le futur commandant en chef allemand de la bataille de Stalingrad, et un capitaine français de 25 ans qui va être blessé et fait prisonnier, Charles de Gaulle. Au bout de 4 jours, les Allemands prennent le fort de Douaumont, la clé de Verdun. Leur propagande fait de ce succès local une grande victoire. Les cloches sonnent dans toute l'Allemagne. En fait, l'état-major espère seulement réduire le saillant et surtout saigner à blanc l'armée française. Ils ne passeront pas, proclame le général Philippe Pétain, promu commandant de la place. Pour que des unités entières ne soient pas rayées de la carte, il fait tourner les troupes. À un moment ou à un autre, les 3/4 des effectifs français ont défendu Verdun. Tenir Verdun n'est pas essentiel pour la France. Après la destruction des forts, la ville n'offre plus aucun intérêt stratégique. Mais elle est devenue le symbole de la résistance à l'envahisseur. « Courage, on les aura !» lance Pétain pour galvaniser ses troupes. Route nationale 93.
C'est par ce cordon ombilical que fut ravitaillé Verdun. Nuit et jour, des hommes et du matériel montent au front par ce qui est devenu, pour les poilus, la voie sacrée. Pour soulager Verdun, les Anglais et les Russes déclenchent des attaques de diversion sur la Somme, dans les Flandres et en Galicie, obligeant les Allemands à renforcer leurs troupes à l'Est. Quand vient le mois de juillet, l'initiative appartient désormais aux Français. Enfin, le 24 octobre 1916, les Français reprennent Douaumont. Ce n'est qu'un symbole, mais quel symbole! C'est à Verdun que les Français se sont retrouvés tels qu'en eux-mêmes et ont émergé des brumes où leur défaite de 1870 face aux Prussiens les avait plongés. Dans l'enfer de Verdun, le nombre de tués et de blessés français dépasse les 300 000 hommes. Le pays ne se remettra pas de cette nouvelle hécatombe. Côté allemand, les pertes sont presque aussi élevées et ils sont seuls à combattre sur le front français. Il faudra attendre 1918 et la fin de la guerre en Russie pour qu'ils lancent une nouvelle offensive à l'ouest. Les Alliés, eux aussi, essayent de sortir de l'impasse sanglante du front occidental. Une nouvelle grande offensive est prévue pour la fin juin 1916, sur la Somme, dans laquelle les Français devraient tenir le premier rôle. Mais Verdun les en empêche, et ce sont les Anglais qui supportent essentiellement le poids de la bataille. Le maréchal Douglas Haig, à la tête du corps expéditionnaire britannique, envisage un plan d'attaque à objectif limité. Mais la pression politique le contraint à une offensive massive. Quand les Anglais entament leur formidable préparation d'artillerie, les vitres tremblent à Londres, distantes de 250 km. Après une semaine d'intenses bombardements, les positions allemandes ne sont pas réduites au silence. Le 1er juillet, le sergent d'un régiment d'infanterie irlandaise sort des tranchées avec sa section. J'ai entendu le tac-tac des mitrailleuses dans le lointain. Le temps que j'avance encore d'une dizaine de mètres, et il ne restait plus que quelques hommes à mes côtés. Le temps que je franchisse 20 autres mètres, et je me retrouvais seul. Puis, j'ai été touché. 30% des obus britanniques ont fait long feu. Un regrettable échec des services de contrôle des munitions. Mais le facteur crucial, c'est le manque de canons de gros calibre et l'inexpérience des artilleurs. Le 1er juillet, les Français enlèvent tous les objectifs au prix de quelques milliers de morts. Les Anglais n'obtiennent pratiquement rien, mais dénombrent 60 000 victimes blessées ou tuées, les pertes les plus sévères qu'ils aient jamais subies en l'espace d'une journée. La guerre a changé de forme depuis 1914. Les lanciers aux casques étincelants, les uniformes chamarrés, les sabres, les charges de cavalerie ne sont plus d'actualité. Rosalie, la baïonnette, a rejoint peu ou prou le rang des accessoires périmés. Les poilus lui préfèrent la Madelon. Dans ce conflit industriel et technique, les hommes sont broyés froidement, sans héroïsme superflu. En novembre, suite à une nouvelle flambée d'activité,
le total des pertes sur la Somme avoisine le demi-million de part et d'autre. On peut regarder à des kilomètres à la ronde sans voir d'êtres humains. Mais ces kilomètres de paysage dissimulent, semble-t-il, des milliers d'hommes qui, sans trêve ni répit, préparent les uns contre les autres quelque nouvel engin de mort. Sans jamais s'exposer, ils échangent des balles, des bombes, des torpilles aériennes et des obus. Alors que les soldats des guerres précédentes livraient des combats sporadiques, ceux de 14-18 sur le front occidental bataillent sans arrêt. Sur la ligne de front, il y a toujours un fusil qui claque et un homme qui tombe. Mais pour les troupes des deux camps, il y a la relève, le retour au cantonnement, le repos tant attendu. Ainsi, en 1916, les soldats britanniques ne passent qu'une moyenne de 100 jours au front. Le reste du temps, ils sont de réserve. Ils se reposent, font des travaux de propreté, aménagent leurs abris ou vont en permission. Certains secteurs sont plus tranquilles que d'autres, et même les plus actifs ont leurs moments de calme. Le long du mur dans un angle obscur, puis dernièrement un couplet sonnant. De bon vieux bourgeois, madame Autrefois, criait d'après toi. Tiens-moi contre moi, tiens-toi contre moi, tiens-moi bien, bien, dis mon Adrien. C'est plus que j'ai peur, ça pue sur mon cœur, je vais vous ouvrir d'autres ailleurs. Je suis avec des officiers et des sergents très marrants. Il y a beaucoup de schnapps et de vin. Et chaque jour, on se saoule tellement qu'on en oublie la guerre et les tranchées. Ça va très bien. Je n'ai jamais si bien vécu. Et je ne vivrai sans doute plus jamais comme ça. Je viens de m'inscrire dans notre club de sport. Cet après-midi, c'était football. Maintenant, on peut jouer au foot, courir, pratiquer le saut en longueur. On gagne des chocolats offerts par notre chef de bataillon. Apparus vers Noël 1914, les phénomènes de fraternisation avec l'ennemi se multiplient dans les deux camps. Quand le front s'endort, les hommes adaptent la guerre à leur mesure. Un jour, alors que nos troupes faisaient la cuisine, un cri a jailli de la tranchée ennemie. Pouvait-il venir manger lui aussi? On l'a invité, le Français est venu, il a mangé et il s'est mis à l'aise. Depuis lors, chaque fois que le Français remarque que le repas est prêt dans les tranchées allemandes, il nous rejoint. Parfois, un officier tente de pousser ses hommes à l'action. Et si un tireur d'élite entrait en action? Et si on leur lançait une grenade? Attachés à une pierre, nous avons reçu le message suivant de la tranchée allemande d'en face. Nous allons envoyer un obus de 320. On a reçu l'ordre de le faire, mais ça ne nous plaît pas. Il arrivera ce soir et nous sifflerons d'abord pour vous prévenir. Ainsi, vous aurez le temps de vous abriter. Les officiers jugent sévèrement ces tentatives de fraternisation. Et de toute façon, avec le temps et la mort des camarades, elles se font plus rares. Au nom de mes camarades et en mon nom personnel, j'affirme catégoriquement que nous n'étions pas dans un état d'esprit de fraternisation avec le Frisé. On le détestait à mort. On aspirait à sa destruction chaque fois que possible. Notre plus grand souhait était qu'on nous désigne une cible ennemie digne de nos mitrailleuses.
À Cambrai, dans le nord de la France, les Alliés font pour la première fois un usage massif des tanks. Bien qu'utilisés en appui d'infanterie et de cavalerie, ils ont pour objectif de combiner puissance de feu et rapidité de mouvement. Ces engins britanniques sont lents, peu maniables, et leur emploi est encore mal défini. À Cambrai, ils surprennent beaucoup les Allemands et offrent de nouvelles possibilités d'attaque. Ils réduisent quelque peu les pertes, car les fantassins peuvent s'abriter derrière ces monstres, et ils permettent de forcer les lignes allemandes. Un bref tir de barrage, puis 300 tanks s'élancent aux premières lueurs de l'aube. Juste avant 6h30, le pilonnage a commencé et nous nous sommes mis en route. Ça n'a pas tardé à cahoter. On a escaladé un talus, transpercé une haie et atterri lourdement de l'autre côté. Nous étions secoués comme des prunes et il fallait s'accrocher partout où l'on pouvait. Vers 9 h du matin, des fantassins en retraite ont rendu compte d'un essaim de chars si nombreux qu'il était absolument impossible de les arrêter. Un peu plus tard, les monstres blindés sont venus ramper à la lisière sud du village. Personne parmi nous n'avait vu de tels engins auparavant. Malgré leur insuffisance, les tanks représentaient un réel progrès en matière d'armement. Pour la première fois, nous avons pu admirer le spectacle de notre artillerie de campagne, progressant de plus en plus vite et acquérant de nouvelles positions sur la ligne de front allemande. Pris au dépourvu, les Allemands reculent de 8 km. De quoi réjouir les Anglais qui n'avaient pas pu réaliser une telle avancée sur la Somme ou dans les Flandres. La route a été longue et dure, mais la vue de tout ce terrain conquis avec si peu d'effusion de sang est réconfortante. La troupe semble très satisfaite de nos tanks, si satisfaite que nous avons maintes fois levé nos verres à leur santé. Le 21 novembre, les cloches sonnent à travers toute la Grande-Bretagne pour célébrer l'événement. Mais, comme pour les Allemands à Verdun, ces réjouissances sont un peu prématurées. Dans la semaine, les Allemands lancent une contre-attaque massive, soutenue par des troupes d'assaut et par l'aviation. En 10 jours, ils récupèrent tout le terrain perdu. Sur le plan militaire, 1916 fut une année cruciale pour les troupes franco-anglaises et allemandes. À Verdun, les Français ont perfectionné leur tactique défensive et les Allemands leur tactique offensive. Lors de la bataille de Cambrai, les Anglais ont appris à utiliser efficacement leur artillerie et à limiter les pertes inutiles. À la veille de la terrible année 17, chaque camp espère encore consolider ses succès et obtenir la victoire.